Comme chaque année, depuis maintenant plus de 30 ans, l'ADME Europe organise son colloque international à l'invitation d'une section nationale. C'est au tour du Luxembourg de nous accueillir pour cette 30e édition. Il s'agit de la 3e venue de l'ADME Europe sur les terres du Grand-Duché. Notre 30e colloque intitulé « L'évaluation en éducation et en formation face aux transformations des sociétés contemporaines » s'articule autour de 4 axes. L'axe 1 concerne l'évaluation et les politiques de régulation de la qualité. L'axe 2, c'est l'évaluation et l'hétérogénéité grandissante des publics. L'axe 3, c'est l'évaluation et l'évolution numérique. Et l'axe 4, c'est à propos de l'évaluation et des nouveaux apports des sciences cognitives. Le monde contemporain est marqué par des changements rapides qui s'opèrent au niveau des modes de gestion politique, des modèles économiques et plus largement au niveau de la vie en société. Toutes ces transformations ont évidemment un impact sur les milieux de l'éducation et de la formation, les contraignant à s'adapter, voire à évoluer. En guise d'exemple, je citerai le développement de politiques de régulation de la qualité des services éducatifs, l'introduction massive de technologies et d'outils numériques dans les salles de classe, l'intérêt pour la pratique éducative de résultats de recherche issus des sciences cognitives, la mobilité accrue des travailleurs et des apprenants qui pose le défi d'une certification reconnue internationalement, ou encore l'hétérogénéité des populations scolaires et les enjeux qui y sont liés. Comment ces changements affectent-ils les politiques, les formes et les effets de l'évaluation dans les différents milieux de l'éducation et de la formation? Dans quelle mesure les transformations sociétales auxquelles nous assistons aujourd'hui affectent-elles les systèmes d'évaluation en éducation et en formation? C'est à propos de toutes ces questions et à bien d'autres que nous discuterons avec nos éminents conférenciers du colloque que j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sur ce plateau. Monsieur Dubé, dans votre conférence intitulée « La gestion par les instruments et l'institution scolaire », vous avez évoqué un changement de paradigme. Un passage d'un système scolaire qui était fortement centralisé et qui parfois avait donné plus d'autonomie aux établissements, mais sans que ces systèmes scolaires ne soient ni évalués ni comparés entre eux, donc des systèmes scolaires selon le modèle des institutions et des bureaucraties, définissant des règles universelles auxquelles les acteurs étaient tenus d'adhérer, vers un nouveau paradigme basé sur les instruments de gestion. Vous dites que les divers systèmes scolaires se dotent actuellement d'outils statistiques de plus en plus précis, d'agences spécialisées, et qu'ils sont tous confrontés aux évaluations internationales, dont les enquêtes PISA par exemple. Mais à votre avis, est-ce que les institutions scolaires sont capables d'aller au bout d'une gestion par les instruments sans changer profondément la nature de l'école et le travail des enseignants? Non, c'est-à-dire que le développement de l'évaluation n'est pas qu'une affaire de connaissances, de techniques, ce que c'est bien évidemment, et c'est une bonne chose. Je veux dire, on vit dans des sociétés qui considèrent que le fait de se connaître soi-même est plutôt un progrès, et de ce point de vue-là, personne ne conteste le fait que les systèmes scolaires se mesurent, s'évaluent, se comparent, qu'on mobilise de la recherche pour fonder des pédagogies, etc. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que le développement de ces manières de mesurer, de calculer et d'agir change, au fond, de mon point de vue, radicalement la nature de l'école. Les écoles ont été des grandes bureaucraties rationnelles, avec des professionnels autonomes, identifiés à des principes universaux, quelquefois même des principes un peu sacrés, des gens ayant une autorité qui tenait à la culture scolaire. Enfin, c'était un monde que tout le monde a connu, au fond, avec des déclinaisons belges, québécoises, catholiques, républicaines, françaises, etc. Ce monde-là est en train de s'effondrer. Et il s'effondre, pas parce qu'il y a des nouvelles technologies, mais c'est parce qu'il se transforme, que ces technologies de l'évaluation se développent et fondent la nouvelle légitimité des politiques. Ce matin, on a entendu des ministres, le ministre français se présente lui-même comme un expert en matière d'éducation, qui disent à partir de dorénavant, les politiques scolaires, les grands choix scolaires seront fondés sur la science, l'expertise et non pas sur des grands projets politiques, etc. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'était des choses qui étaient à la fois incontestables et qui bousculent très profondément le monde enseignant. Le monde enseignant a besoin d'imaginaire, de symboles, de systèmes de représentation. C'est pas un monde de professionnels qui maîtrisent des techniques qui s'appliqueraient comme ça dans le vide. Il faut des choses qui fondent l'autorité, qui donnent le désir d'apprendre. Après tout, c'est une chose extrêmement simple. Pourquoi
donner aux autres le désir d'apprendre, alors qu'il n'y a rien de plus ennuyeux souvent que d'apprendre. Bon, quel est le projet moral que l'école doit porter? Et je crois que tout ça est à la fois très bousculé et que les progrès de ce que j'appelle avec d'autres le gouvernement par les instruments, par l'évaluation, etc., au fond ne répond pas complètement à ces questions. Et c'est là qu'on a un problème. Et ce matin, j'ai essayé de dire que d'une certaine façon, l'expertise ne remplaçait pas la politique. Que les choix moraux, les choix politiques, après tout, vouloir réduire les inégalités scolaires, c'est pas un choix technique, c'est un choix politique. Dire je vais faire des dispositifs spéciaux pour les enfants issus de l'immigration, c'est pas un choix technique, c'est un choix politique. Bon. Aujourd'hui, on dit oui. Ben, en France, il y a 50 ans, on disait non, parce que c'est mieux qu'ils soient avec les autres. Séparer les garçons et les filles, c'est pas des choix techniques, c'est des choix politique. Et donc, moi, je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas perdre de vue que l'éducation, c'est une affaire, j'employais un vocabulaire abominablement ringard, quoi. Mais c'est à la fois une affaire de valeurs, de valeurs de principe, c'est-à-dire de choses qui ne se justifient pas. Je crois à l'égalité des individus, j'en ai jamais la preuve empirique, certes pas, mais au fond, je considère que c'est un principe central. Ça, c'est d'un côté. Et puis, de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux de conflits formidables sur l'éducation. Moi, je ne suis plus marxiste depuis des décennies et des décennies, sauf pour l'école. Parce que l'école, partout, y compris en Europe, c'est un lieu d'affrontement brutal entre les catégories sociales qui bénéficient de l'école pour que leurs enfants aient les meilleures positions possibles et les catégories sociales qui n'en bénéficient pas. Et là, il reste des affrontements extrêmement brutaux qui se jouent sur les réformes scolaires, etc. Donc, vive l'évaluation, vive la technique, vive la science, voire les neurosciences, après tout, on peut tout dire. Mais l'éducation, ça reste une affaire de choix de société, de politique, d'engagement, de conviction. Et je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, autrement, on rentre dans une sorte de rêve qui est aussi un cauchemar. C'est l'idée que les savants dirigent le monde. Et les savants, ils sont suffisamment fous pour qu'ils restent dans leur laboratoire et que les affaires raisonnables soient confiées à d'autres. Voilà. Et si on revient à cette question d'évaluation chiffrée, est-ce que vous pensez que les enseignants sont prêts à cette évaluation chiffrée ou est-ce qu'ils ont peur de tout ce qui est quantitatif? Les enseignants ont peur, mais comme toutes les professions dont les technologies changent, c'est pas propre aux enseignants. Le problème aujourd'hui sur l'évaluation des enseignants, c'est que les enseignants peuvent avoir le sentiment, au fond, de ne pas maîtriser ces processus évaluatifs, parce que de mon point de vue, en tout cas, du pays d'où je viens et de ceux que je connais, ils n'ont pas la maîtrise technique de ça. Je veux dire, on forme les médecins avec suffisamment de soins pour qu'ils aient une vague idée de la manière dont on construit des laboratoires, des médicaments et des dispositifs d'intervention. Je ne suis pas certain que les enseignants soient formés vraiment comme des professionnels. Donc, il y a un sentiment de dépossession d'autant plus fort devant les techniques de contrôle, d'évaluation, etc., que d'une certaine manière, ils peuvent se poser légitimement la question: à quoi ça sert? Je ne comprends pas comment ça marche. Pourquoi changer ma manière de noter alors qu'au fond elle fonctionnait, etc., etc. Et donc, il faut considérer que l'enseignement est un métier qui repose sur des compétences, mais aussi des systèmes de symboles, des imaginaires, des formes d'autorité, pour employer un langage un peu désuet, et que tout ça ne disparaît pas parce qu'on a des techniques, des manières de faire, etc. On sait, par exemple, la recherche montre que ce qui fait l'efficacité d'une pédagogie, c'est d'abord le pédagogue. C'est quand même, il faut rappeler cette chose un peu bébête, que moi j'avais testée il y a très très longtemps. On mesurait les performances scolaires des gamins en septembre, on les mesurait en juin, et on voyait les profs qui faisaient progresser tous, un peu, tout le monde ou pas. Et ensuite, on regardait leur pédagogie. Ben, leur pédagogie n'était pas décisive. Ce qui était décisif, c'était le rapport que l'enseignant avait avec sa pédagogie. Donc ça reste quand même quelque chose qui ne se réduit pas. Alors, je veux dire que l'on apprenne les bonnes techniques, les bonnes manières de procéder, les bonnes pédagogies, qu'on ne soit pas ignorant de ce qui se passe dans le cerveau des élèves me paraît l'évidence des choses. Mais je mets en garde simplement sur l'oubli que les écoles sont des institutions et que les institutions
les écoles, c'est comme les églises. Voilà, c'est quand même des trucs qui vendent du rêve. Voilà. Non, du rêve qui se monnaie à la sortie. Voilà. Mais quand même. Qui vendent des valeurs, qui vendent des symboles, qui vendent des imaginaires, etc. Voilà. Merci. Si je m'adresse à M. Steve Masson, dans votre conférence intitulée Imagerie cérébrale et évaluation en éducation, vous avez affirmé que le domaine de l'éducation peut maintenant avoir recours à un nouveau type de mesures de l'apprentissage et des activités des élèves, les mesures cérébrales. Mais à quoi servent ces imageries cérébrales et quel est le lien entre ces imageries cérébrales, à votre avis, et le domaine de l'éducation, particulièrement le domaine de l'évaluation en éducation? Évidemment, l'imagerie cérébrale peut sembler très éloignée de l'éducation dans un premier temps. Et c'est tout à fait légitime de penser ça. Par contre, lorsqu'on examine la situation de façon plus particulière, on se rend compte que comme tout type de données, l'imagerie cérébrale comporte des limites certaines, mais comporte aussi certains avantages clés en éducation. Je vais vous donner quelques exemples. L'une des choses qu'on peut faire avec l'imagerie cérébrale, c'est d'essayer d'examiner quelles sont les stratégies ou les processus cognitifs qui sont impliqués dans une tâche scolaire. On peut évidemment questionner l'élève pour lui demander qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train d'utiliser comme stratégie. Par contre, parfois certaines stratégies sont inconscientes ou parfois certaines stratégies se déroulent tellement vite dans notre tête qu'on n'a pas pleinement conscience de chacun des processus impliqués. Dans ce contexte-là, parfois l'imagerie cérébrale peut être un outil pour aider à identifier les stratégies utilisées par l'élève. Quand, par exemple, pour résoudre un problème, 2 ou plusieurs stratégies sont possibles, parfois ces stratégies-là peuvent impliquer une activité cérébrale significativement différente. Et à ce moment-là, on est capable de voir quels sont les processus qui sont impliqués. Dans mon laboratoire, on a travaillé notamment sur l'apprentissage des sciences. Et on s'est rendu compte qu'un mécanisme associé au contrôle cognitif, est mobilisé par les experts en sciences. Mais ces experts en sciences, lorsqu'ils doivent résoudre des problèmes, ils n'ont pas conscience de la mise en place de ce processus de contrôle. Par contre, lorsqu'on regarde leur activité cérébrale, plusieurs indices laissent penser qu'ils ont recours à ce processus cognitif de contrôle. Donc, parfois, ça peut aider à mieux comprendre le travail cognitif qui est fait dans l'esprit de l'élève. Il y a d'autres chercheurs aussi qui se sont intéressés à l'utilisation de l'imagerie cérébrale à des fins de diagnostic ou de prognostic en lien avec les troubles d'apprentissage. Et la plupart des chercheurs reconnaissent que l'imagerie cérébrale ne va jamais pouvoir, ou ce n'est pas non plus souhaitable, pouvoir déterminer si un élève a un trouble d'apprentissage ou pas. Par contre, ce que les chercheurs font, c'est qu'ils essaient de voir si, en plus des données comportementales habituelles, est-ce que l'imagerie cérébrale peut ajouter dans la précision du diagnostic et dans le prognostic. Il y a des résultats assez intéressants qui montrent par exemple que à partir de l'activité cérébrale, on est capable de prédire avec un assez haut degré de certitude, on parle de 90%, si un élève en trouble d'apprentissage va s'améliorer à la suite d'une intervention. À partir de l'activité cérébrale, alors que les données comportementales ne permettent pas de faire cette prédiction-là. Dans certains cas, il semblerait que l'imagerie cérébrale peut ajouter une précision dans ce que permet déjà les données comportementales. Un dernier exemple que j'aurais tendance à donner, c'est l'imagerie cérébrale peut nous aider aussi à comprendre quels sont les effets de l'apprentissage et de l'enseignement sur le cerveau. Évidemment, on peut évaluer l'apprentissage avec des approches traditionnelles, mais parfois, dans les données comportementales, on ne voit pas que l'élève a progressé. Ou parfois, on utilise 2 approches pédagogiques et les 2 approches pédagogiques semblent donner les mêmes résultats. Par contre, lorsqu'on regarde l'activité cérébrale, on peut se rendre compte qu'en fait, si au niveau comportemental, il n'y a pas de différence, au niveau cérébral, il peut y en avoir. Un élève peut nous donner l'impression qu'il n'a pas appris, mais on peut voir que son cerveau a commencé à changer, à s'ajuster. Ce n'est pas encore visible au niveau comportemental, mais il y a des indices dans les changements, soit structuraux, soit au niveau de l'activité cérébrale qui jouent un rôle. Ou, lorsqu'on utilise 2 approches pédagogiques différentes pour enseigner un contenu, ça peut donner des résultats similaires pour les élèves. Par contre, il n'est pas impossible que ces 2 approches-là génèrent des changements dans l'activité cérébrale qui sont significativement différents. Donc,
tous ces exemples mettent en évidence que l'imagerie cérébrale, ça ne peut pas remplacer les mesures traditionnelles en éducation. Ça ne peut pas remplacer la discussion qu'on peut avoir avec un élève. Par contre, dans certains cas, ça peut ajouter un élément complémentaire d'information. Et là donc, vous parlez de l'importance de l'imagerie cérébrale comme outil de diagnostic aussi. Mais qu'en est-il, par exemple, au niveau de la langue, au niveau de l'apprentissage de la langue? Parce que vous, Madame Schiltz, vous travaillez beaucoup au niveau des sciences cognitives et de l'apport de ces sciences cognitives au niveau de la formation et de la cognition au numérique et dans l'apprentissage des langues aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu au niveau des mathématiques, pour continuer avec les sciences avant de passer aux langues? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de l'apprentissage des mathématiques qui se fait de manière indépendante du langage? C'est une question, si elle se fait de manière indépendante du langage ou non, qui finalement s'est posée chez nous de par notre situation multilingue de notre pays, qui est trilingue, donc luxembourgeois, allemand, français, et notre système scolaire qui a deux langues véhiculaires principales, c'est l'allemand et le français. Et une particularité qui est que la décision politique a été, il y a longtemps, d'introduire l'apprentissage de l'écriture et de la lecture en allemand, qui est plus proche du luxembourgeois, et aussi les mathématiques pendant l'enseignement fondamental, les 6 premières années. Et puis, les 7 années de secondaire, on change progressivement pour arriver à la majorité des branches en français, sauf les langues. Et on commence ce changement par les mathématiques. Donc, à 12 ans, en première année de secondaire, les enfants ont tout à coup toutes les mathématiques en français jusqu'à la fin. Et à la 5e année, 3 ans avant le bac, ils ont aussi toutes les autres branches scientifiques en français pour aboutir à la fin à un équilibre entre l'allemand et le français, de manière à être très proficient, langagèrement parlant, dans les deux langues. Ça, c'était le but et ça, c'était l'intention. Et lorsque quelqu'un traverse avec succès le système chez nous, c'est aussi le cas. Mais ça fait un peu l'hypothèse que des choses comme les mathématiques ou les sciences sont indépendantes de cette langue véhiculaire. Et là commence le questionnement qu'on peut aborder de différentes manières. Et une des manières de l'étudier, c'est avec les sciences cognitives ou les neurosciences cognitives. Et c'est ce que nous avons commencé à faire en essayant de voir si on disséquait ces habiletés mathématiques qui sont très complexes, mais en allant voir dans des sous-tâches, des composantes de toute cette complexité, quelle est l'influence de la langue lorsqu'on résout ces tâches. Prenons une tâche de résolution de problèmes d'addition, simple, donc 3 plus 4, ou plus compliqué, 25 plus 31. Est-ce que la personne bilingue ou multilingue luxembourgeoise qui est dans ce système, elle va faire ça de la même manière en allemand ou en français? On peut le tester de façon cognitive, donc comportementale, mais on peut aussi aller voir au niveau du cerveau ce qui se passe, parce que les deux informations sont complémentaires. Comme M. Masson disait, parfois on n'a pas de différence au niveau comportement, mais on en voit quand même au niveau du cerveau, ou l'inverse. Et à ce moment-là, ça permet pas directement de prendre des déductions sur ce qu'on doit faire à l'école, mais ça éclaire quand même avec toute une nouvelle dimension la pratique pédagogique politiquement décidée, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, qui doit être une décision politique et qui restera une décision politique. Ça restera d'abord un acte politique, sociétal, mais ça permet de nuancer et d'enrichir ce dialogue et ces décisions et ces procédures. Et dans certains cas, comme des cas d'enfants qui ont des troubles spécifiques de l'apprentissage, ça permet peut-être aussi alors de leur trouver des solutions. Si il s'avère que la langue est une charge supplémentaire, cognitivement parlant, neuroscientifiquement parlant, pour l'apprentissage des mathématiques, et que quelqu'un est déjà confronté à des difficultés en mathématiques, il faudrait peut-être réfléchir, évaluer, tester scientifiquement si on peut l'aider en lui créant une situation où on réduit la complexité langagière. Voilà, et il faut voir quels sont les buts finalement qu'on veut atteindre, quelles sont les priorités qu'on veut donner, mais les neurosciences, les sciences cognitives et les neurosciences cognitives permettent quand même de mener ces discussions de façon beaucoup plus étoffée, beaucoup plus approfondie, et peuvent nous donner des bases plus solides pour la discussion, scientifiquement validée, et pouvant prendre des décisions plus durables. Oui.
Merci. D'après ces deux témoignages, Monsieur Dubé, en parlant de l'importance des neurosciences et de l'imagerie cérébrale, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on assiste à une vraie mutation de l'école? Est-ce qu'il y a une nouvelle approche actuellement au niveau de l'analyse? Non, je crois enfin, que l'on traite plusieurs niveaux de problèmes. Les pédagogues ont toujours eu des pensées avec des représentations, des imaginaires de ce qu'est un enfant, son cerveau, sa raison, sa langue, etc. etc. Bon. Aujourd'hui, le développement des neurosciences, de la psychologie comportementale, fait que ce ne sont plus ces imaginaires, ce sont d'autres représentations beaucoup plus solides qui peuvent permettre d'argumenter, de fonder. Je suis très intéressé par ce que vous dites. Si on veut garder l'objectif d'avoir une formation dans 2 langues et 2 cultures, est-ce qu'il est sage, est-ce qu'il est raisonnable de s'y prendre de cette manière, etc. Donc, évidemment, on ne peut plus aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi l'école échapperait à l'idée que l'on doit fonder sur la connaissance la plupart des décisions que l'on prend. Ce que je me bornais à dire simplement, c'est que prendre une décision dans cette matière, ça ne peut pas être confondu avec les arguments scientifiques et techniques qui la fondent. Après tout, je m'oppose aux économistes qui disent laissez faire le marché, vous allez voir à la fin, au bout de 2 siècles, ça sera formidable. Moi, voilà, leurs arguments scientifiques ne me convainquent pas pour des raisons sociale et morale, si vous voulez. Ben, pour l'éducation, c'est absolument pareil. Mais personne de raisonnable ne dirait ignorons ce qu'apporte la science, ce qu'apportent les neurosciences, ignorons les statistiques scolaires qui sont elles aussi de plus en plus sophistiquées, évidemment. Mais je me borne, il ne faut pas créer un débat qui n'existe pas, je me borne simplement à dire, n'imaginons pas que la fabrication d'outils scientifiques et techniques nouveaux se substituera aux politiques, aux vocations symboliques, morales des systèmes éducatifs. Ce que je dis est extrêmement simple. Oui, voilà. Merci. Madame Mireille Bretancourt, dans votre conférence intitulée « Apprendre à l'ère du numérique, enjeux pour l'évaluation des apprentissages et des dispositifs », vous avez explicité les apports potentiels des technologies numériques dans les dispositifs d'enseignement-apprentissage en évoquant 4 fonctions: le stockage, le traitement automatique, multimédia et partage. Selon cette approche, le dispositif vous semble-t-il efficace? Le recours au numérique dans l'apprentissage, facile à prendre en main et utiliser, est-ce qu'il s'intègre dans nos pratiques professionnelles à l'école de nos jours? Alors c'est justement toute la question, parce que en effet, les technologies numériques, on a toujours l'impression que c'est assez nouveau, mais au final, si on réfléchit, ça fait quand même un certain nombre de décennies que ces technologies entrent dans les classes. Alors il y a une particularité quand même sur ces technologies numériques, c'est qu'elles ont un renouvellement très rapide et elles changent de forme. Une autre particularité par rapport à des technologies, disons la technologie dans le développement humain, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires, qui fait que l'humain a évolué. Et la technologie numérique a aussi comme particularité d'être un outil épistémique au sens où il travaille aussi sur le niveau des connaissances. Je prends un exemple. Si par exemple on utilise une machine à écrire au lieu d'un stylo pour écrire un texte, on va changer au niveau de la procédure de fabrication du texte, mais pas forcément sur les processus de planification ou même les stratégies d'emblée de l'activité. Par exemple, si on utilise un ordinateur, la recherche a montré qu'au fond, on n'est pas comme avec une machine à écrire, avec son ordinateur aujourd'hui. L'ordinateur est connecté. On va énormément utiliser les autres ressources qui sont ses propres textes, mais également toutes les ressources que l'on peut trouver sur Internet et ailleurs. Et finalement, on conçoit un texte d'une manière très différente de nos jours, avec ces technologies numériques, en prenant justement toutes les ressources et tous les outils qui existent autour. Donc l'outil numérique n'est pas simplement un outil qui change la forme et la procédure d'exécution. Ça change vraiment la façon de réaliser entièrement son activité. Donc, ceci étant dit, si on utilise des outils numériques dans l'éducation, il ne faut pas penser qu'il suffit d'apprendre la procédure technique. Voilà, un tableau blanc interactif, ça s'allume comme ça. On peut utiliser tel outil pour faire telle activité en classe. Parce que ce serait imaginer que c'est juste remplacer le stylo par la machine à écrire. Or, on change vraiment d'emblée l'activité
dans son entier, à la fois pour les enseignants et la façon dont ils vont planifier leur enseignement, donner leur enseignement, mais également ce qui va se passer dans l'activité, la façon de créer l'activité elle-même d'apprentissage des élèves. Donc, par exemple, vous parliez des fonctions dont j'ai parlé dans le modèle que je présente dans la conférence. Le fait de pouvoir stocker ce qu'on a déjà fait, ça implique aussi qu'on peut le réutiliser, ça implique qu'on peut le partager, ce qui ouvre aussi la dimension de la classe à un extérieur qui n'était pas forcément d'emblée présent sans ces technologies. Et puis ça entraîne toute une possibilité de palette d'outils multimédia, de visualisation, qui permettent également d'aller sur des processus pour présenter les contenus, mais également pour faire créer aux élèves des formats très différents. Mais tout ça, effectivement, s'accompagne parce qu'on ne peut pas passer de cet outil, on ne peut pas introduire cet outil numérique comme s'il s'agissait simplement, comme je disais tout à l'heure, d'introduire une nouvelle procédure d'exécution. Il faut vraiment penser l'activité dans son ensemble et considérer les facteurs d'appropriation dans un contexte précis, avec un accompagnement des individus dans leur classe. Voilà. Parce que comme vous dites, le risque, c'est peut-être d'avoir recours aux nouvelles technologies, mais selon des méthodologies ou des activités très traditionnelles. Enfin, l'innovation n'est pas tout à fait liée à l'usage de la technologie, même si cette dernière pourrait peut-être faciliter la mise en place de nouvelles modalités d'activité. Mais est-ce que le numérique joue-t-il un rôle? Est-ce qu'il joue un rôle au niveau de l'évaluation? Alors, au niveau de l'évaluation, alors ça dépend aussi quel niveau de granularité on considère. Si on prend l'évaluation des apprentissages, ce qu'apporte le numérique, c'est aussi de laisser des traces du processus. Donc, alors pour la recherche, évidemment, ces traces sont tout à fait riches et on les utilise pour mieux comprendre justement les processus d'acquisition chez les élèves. Donc ça, c'est au niveau de la recherche. On imagine bien qu'un enseignant ne peut pas faire ce niveau d'analyse pour chaque élève, mais ceci dit, ça laisse quand même des traces de progression, parce que finalement, si on prend l'évaluation à un temps T, puis à un temps T plus 1, parfois on manque justement de tout ce qui se passe en intermédiaire. Et quelque chose qui doit vraiment se développer dans les technologies éducatives maintenant, ce sont des outils qui sont capables aussi d'aider les enseignants à faire sens de ces traces, parce que c'est clair que pour le moment, on n'a pas beaucoup d'outils qui sont capables d'analyser ces traces pour donner aux enseignants une évaluation, de visualisation des processus, des stratégies et des progrès de l'élève. Merci. Parlant de nouvelles technologies et d'apprentissage, je reviens à Madame Shields. Est-ce que, grâce au recours aux nouvelles technologies, est-ce que les processus d'apprentissage changent en utilisant les nouvelles technologies, ou est-ce que les processus d'apprentissage restent les mêmes et c'est une introduction d'un outil externe? Ça dépend de la manière dont ils sont utilisés. Je ne suis pas experte de façon générale, mais j'ai un exemple très concret qui me vient à l'esprit. C'est je reviens à l'histoire des mathématiques et des langues. C'est est-ce que si les langues ont une influence sur notre manière de concevoir la numérosité, de travailler avec cette numérosité, de faire les mathématiques, est-ce qu'il y a moyen éventuellement quand même d'enseigner aussi sans la langue, ou est-ce qu'elle est nécessairement intégrée dans cet apprentissage? Et ça, on peut l'étudier. Nous sommes en train de l'étudier et passant par des outils numériques. Parce que, bon, on pourrait le faire avec papier-crayon, mais c'est vraiment les nouveaux outils comme une tablette qui est beaucoup plus versatile et qui permet d'aller plus loin, qui permet aussi d'encoder les erreurs, de les analyser, etc., qui nous incite finalement à essayer cette manière d'enseigner sans le langage. Et dans ce cas, si c'est réussi, ce qui semble être le cas, on a par exemple développé une espèce de curriculum, une instruction des capacités prémathématiques en maternelle basée sur tablette, sans instruction langagière, sans aucune instruction langagière, c'est-à-dire que tout est symbolisé visuellement, soit sur la tablette, soit avec des matériels didactiques.
bien sûr, l'enseignant peut répondre à une question s'il y en a une avec la langue. Bien sûr, l'enfant va utiliser dans sa tête la langue ou les langues qu'il voudra, mais l'instruction, elle est sans langage. Et grâce au numérique, aux nouvelles méthodes numériques, et il semble que ça soit efficace, les premières données. Donc dans ce cas, c'est clair que ça donne des nouvelles possibilités qui auraient été éventuellement possibles, mais beaucoup plus limitées quand même. Ça facilite quand même vraiment ce genre d'intervention. Merci. Monsieur Marc Demeuse, dans votre conférence intitulée « Pour faire le portrait d'une école », quelques apports de la recherche à la compréhension de l'hétérogénéité des publics scolaires et de ses effets. Vous lancez un défi. Vous lancez le défi de gérer l'hétérogénéité des compétences scolaires, mais aussi des parcours variés pour permettre les apprentissages de chacun. Vous avez évoqué des mécanismes souvent insidieux de différenciation des publics, y compris à travers le marketing scolaire auquel certaines écoles se livrent et leurs effets sur les apprentissages. Comment, à votre avis, peut-on tenir compte de l'hétérogénéité des publics scolaires et des parcours variés des élèves, tout en sauvegardant un certain niveau d'acquisition des compétences? Alors, dans mon service, on s'intéresse surtout à comment se créent ces disparités entre établissements, quels sont les mécanismes qui se mettent en œuvre et qui conduisent à avoir des écoles qui sont franchement différentes. On est dans un système en Belgique où chaque parent choisit son école, dans la mesure où il y a des places, et donc on est dans un système où finalement chacun a son école, l'école qu'il voudrait en théorie. Ça, c'est la théorie. Ce qu'on constate, c'est que malheureusement, les écoles se gradent de façon très large, s'étalent de façon très large sur des écoles qui sont très peu performantes, des écoles qui sont très performantes, des écoles qui sont très hétérogènes, des écoles qui concentrent des élèves très performants, etc. Et ça, c'est la photographie de nos écoles. Alors, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de garantie des performances. Ce qu'on constate, c'est cela, c'est ces grandes disparités. Alors, l'angle d'attaque que nous utilisons, c'est d'abord de se dire, il faut peut-être réduire ces disparités. Et il y a moyen de réduire ces disparités de mille et une façons. Je les évoque dans cette conférence, mais il faut d'abord les mesurer. Il faut d'abord en être conscient. Et le premier rôle des chercheurs, je pense, c'est d'indiquer aux politiques qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se passent pas comme on croit qu'elles se passent. Je pense que renvoyer une image de l'école aux politiques et aux parents et à l'ensemble de la société, c'est certainement une de nos premières tâches, de pouvoir montrer cela. Je dis très souvent que jusque 2000, les premières publications des résultats de PISA dans les années qui vont suivre, la plupart des gens pensaient que l'école belge était, comme d'ailleurs l'école allemande ou comme l'école française, ça marchait bien. Ça marchait bien, et il y avait quelques grincheux, sociologues ou psychologues ou pédagogues, qui disaient mais non, il y a de grandes disparités, les études anciennes faites dans le cadre de l'IEA depuis fin des années 50 montrent que c'est pas vrai, que là la Belgique est un des systèmes les plus inégalitaires et les plus injustes, et où en plus les gens ont l'impression d'avoir ce qu'ils veulent puisqu'ils peuvent choisir. C'est pas à nous de décider les objectifs. Mais si l'objectif est de donner plus à ceux qui ont moins, ou en tout cas de ne pas donner moins à ceux qui ont moins, pour reprendre une de ces expressions, ce serait déjà pas mal. Mais pour ça, il faut encore montrer où sont les endroits où il y a moins, et c'est quoi moins. Donc voilà certainement tout le travail d'instrumentation que le chercheur peut faire. Après, il faut avoir la volonté de changer les choses. Alors, chez nous, il y a un discours sur le changement. On va dire, c'est pas bien, il faudrait que ce soit autrement. Après, entre la prise de conscience ou le discours ou l'usage de l'évaluation, il faut dire, vous voyez, ça va pas tout à fait bien, et ce qu'on va en faire, il y a loin de la coupe aux lèvres, hein, donc la notion de marketing scolaire qu'on utilise maintenant, et qui fâche beaucoup, on se rend compte en Belgique qu'on fâche beaucoup la population, en faisant sortir des choses qui sont un peu... insupportable. Quand on parle de marketing scolaire, les interlocuteurs, les responsables des réseaux d'enseignement, de l'enseignement catholique, de l'enseignement public, disent « mais c'est scandaleux de parler de marketing scolaire ». Pourtant, le travail qu'on mène pour l'instant dans mon équipe, très clairement par l'analyse du corpus qui est constitué par les sites internet des écoles, met en évidence des stratégies, des valeurs qui sont fondamentalement différentes pour les écoles qui accueillent des élèves à performance académique élevée, d'origine sociale favorisée, et les établissements qui vont recueillir finalement les victimes du système. Alors pourquoi je dis que c'est les victimes? Parce que très généralement, ils sont passés par d'autres endroits et ils vont se retrouver dans ces écoles, dans un système de cascade, on appelle ça le toboggan. Hein. On dit tous les métiers se valent, c'est intéressant, la plomberie, c'est pas moins que d'être ingénieur, certes, mais le mécanisme qui fait que vous êtes orienté chez nous, c'est pas un choix, c'est un toboggan sur lequel vous glissez progressivement avec des portes qui se referment.
Et quand vous montrez ça, quand vous dites ça, moi je pense que ça c'est déjà un boulot important du chercheur. Ça ne résout pas le problème. Après, il y a en effet le problème de la pédagogie qu'on va pouvoir faire avec, mais elle va se poser en est-ce que nous faisons une pédagogie adaptée dans des écoles populaires avec des visées pour ces élèves-là, avec des méthodes particulières? Est-ce que c'est ça que le système veut? Est-ce que c'est au contraire des écoles plus mixtes dans lesquelles on va devoir travailler? Et c'est pas plus simple. Si le modèle c'est des écoles hétérogènes avec des publics mixtes, la difficulté commence là. C'est de ne pas laisser sur le carreau des élèves, les quelques petits canards plus faibles, dans des écoles dans des classes très très hétérogènes, ou que se reforment à l'intérieur des écoles des classes de niveau. Donc, chaque fois, je dirais que vous posez ce type de questions, vous écoutez ce que dit le politique et ce qu'il propose, il faut pouvoir l'opérationnaliser et dire « Ok, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut observer? Qu'est-ce qu'on peut renvoyer comme image? Et qu'est-ce que nous connaissons sur les mécanismes d'apprentissage ou sur les capacités qu'ont nos enseignants à gérer l'hétérogénéité ?» Aujourd'hui, nos enseignants n'ont pas beaucoup de capacité à gérer l'hétérogénéité, pas parce qu'ils n'aiment pas ou parce qu'ils ne sont pas volontaristes, simplement parce que le modèle de notre système à nous, c'est de créer les classes, des groupes d'apprentissage les plus homogènes possibles. Et la Belgique est un très chouette modèle à observer, pas un très chouette modèle à vivre, parce qu'on met en œuvre à peu près tous les mécanismes possibles pour faire des groupes les plus homogènes possibles. Le redoublement, on partage le rôle de champion avec nos voisins, avec notre voisin français, et c'est bien reparti, et c'est peut-être bien reparti. L'enseignement spécialisé, alors chaque fois, ce sont des choses qui ont l'air très marginales. Dans l'enseignement spécialisé, 4,5% à peu près d'élèves belges francophones. Alors c'est beaucoup, c'est peu, mais les comparaisons internationales disent que c'est 9 fois plus que dans d'autres systèmes. Entre 1,5% et 4,5%. Donc chaque fois, ouvrir les fenêtres, regarder, amener de l'information, contredire. Je crois que ça, c'est vraiment notre boulot de chercheur. Et puis, aider à administrer aussi. C'est pour ça que le service que je dirige s'appelle aussi service d'administration scolaire, c'est aider à administrer. Pas décider ce qu'on va faire, mais fournir des outils qui vont permettre d'aider à la décision. Voilà, j'espère que ça répond. Merci. Bon, je m'adresse finalement à tous les conférenciers et les invités de ce plateau. Comme vous savez, Durkheim considère que le système éducatif est en crise quand il ne sait pas se transformer en fonction des transformations sociales, thématique de notre colloque. À votre avis, est-ce que les transformations les plus difficiles sont au niveau des systèmes d'évaluation ou à d'autres échelles, à d'autres niveaux? Je vais me lancer, mais la question est un peu vertigineuse. Non, ce que je crois qui s'est passé, puisque vous évoquiez Durkheim, c'est que les grands systèmes d'écoles publiques, qu'il s'agisse de la Belgique, du Canada, etc., ont eu au fond des ambitions très fortes et très limitées. Il s'agissait de faire des citoyens pour la majorité des gens, de faire une élite extrêmement efficace, mais extrêmement limitée. Et tout le monde était à peu près content parce qu'on n'attendait pas de l'école qu'elle change le monde. Voilà. Bon. Et je rappelle que jusque dans les années 60 en France, au fond, le destin de la plupart des individus ne se joue pas à l'école. Il se joue dans les filles trouveront des maris, les enfants d'ouvriers deviendront ouvriers. Non, mais il faut rappeler ce genre de choses. Et en ayant massifié l'école, on l'a écrasée sous ce qu'on attendait. On attend qu'elle développe le niveau intellectuel et culturel du pays de manière à développer l'économie. Bon. Ce qui est d'ailleurs une croyance qu'on ne discute jamais, mais sur laquelle on pourrait de temps en temps s'interroger. On attend, puisqu'on vit dans des sociétés pluriculturelles aujourd'hui, qu'elles fabriquent au sein de sociétés pluriculturelles suffisamment d'unités de culture commune pour que tout le monde vive ensemble pacifiquement, ce qui est quand même un drôle de boulot. Bon. Et puis, comme on ne croit plus qu'on va changer le capitalisme, on attend de l'école qu'elle soit suffisamment juste pour que les effets un peu terribles du capitalisme soient atténués par l'école. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le problème que nous avons à l'égard de l'école, c'est qu'on en attend, quand on y réfléchit, on attend de l'école à peu près tout. Qu'elle développe le niveau de santé du pays, qu'elle rende les gamins intelligents alors que la télé les rend idiots, qu'elle les apprenne à être tolérantes dans un monde qui n'est pas franchement sympathique ces temps-ci. Voilà. Donc, il y a peut-être aujourd'hui aussi à réfléchir en termes d'expertise scolaire. Enfin, moi, c'est une question que je serais tenté de poser à l'ADME, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut attendre raisonnablement de l'école ? Et je crois que c'est une question qu'on pourrait poser parce que si on sait ce qu'on peut attendre raisonnablement de l'école, on peut éventuellement l'exiger. Tandis qu'aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation un peu inverse où on attend tout de l'école, ce qui fait que quand vous attendez tout d'une institution, au fond, vous n'en exigez rien puisque
vous savez d'emblée qu'elle ne pourra pas faire tout ce qu'on attend d'elle. Donc, je crois que l'expertise là-dessus, l'évaluation pourrait aussi assagir le débat scolaire et le remettre un peu les pieds sur terre en disant, au fond, l'école n'a pas la responsabilité de sauver le monde. Ça, c'était les églises qui étaient chargées de ce boulot. D'ailleurs, elles ont plutôt échoué. Donc, voilà, on pourrait imaginer aussi je sais pas, de refroidir un peu nos croyances à l'égard de l'école, qui, quand on y réfléchit, sont tout à fait excessives. Et quand on regarde, pardonnez-moi de faire un peu le prof, mais quand on regarde historiquement, il y a quelque chose d'assez étrange, qui est la montée croissante du sentiment de crise du système éducatif, qui est absolument parallèle à la montée croissante des attentes à l'égard du système scolaire. Il y a un siècle, les Luxembourgeois, les Belges, les Français attendaient beaucoup moins de l'école qu'ils en attendent aujourd'hui. Beaucoup moins. Et au fond, ils en étaient plus satisfaits parce qu'ils n'espéraient pas que l'école allait bouleverser le monde, ce qui est une croyance, quand on y réfléchit, modérément raisonnable. Bon, Mais personne n'est obligé d'être de mon avis. Je veux dire. C'est une question assez cruciale et fondamentale. Puis une chose qu'on réalise, c'est vrai qu'on exige beaucoup du système d'éducation. Et parce qu'on exige beaucoup, il y a souvent une urgence qu'on doit transformer, changer, assez radicalement quand même, le système d'éducation. Puis on évoque plusieurs arguments. La société change, les technologies évoluent et tout ça. Et moi, mon regard, c'est plus une personne qui s'intéresse au processus d'apprentissage, aux processus cérébraux liés à l'apprentissage. Et tu sais, les mécanismes fondamentaux d'apprentissage n'ont pas changé au cours des dernières années. Les moyens de prendre en compte ces processus d'apprentissage-là, certains des moyens sont nouveaux, sont avantageux. L'utilisation des technologies, c'est un bon exemple. L'utilisation des technologies, la recherche est relativement claire par rapport à ça. C'est ni bien ni mauvais, ça dépend de ce qu'on en fait. Si, en connaissant mieux les mécanismes fondamentaux d'apprentissage, que la technologie peut nous aider à apporter un apport, à adapter la pédagogie au fonctionnement cérébral ou cognitif de l'élève, c'est bien. Mais souvent, on veut transformer radicalement l'éducation, alors que l'idéal, ce serait dans un premier temps de faire un portrait le plus clair possible avec des données, puis qu'ensuite, tenter des transformations, mais des transformations documentées aussi, pour voir l'impact. Parce qu'on peut se créer un discours sur l'impact que va avoir les modifications, mais ultimement, il faut avoir des données. C'est pour ça que le rôle de l'évaluation dans ce contexte-là est assez important, de recueillir de l'information sur ces changements-là qui doivent se dérouler. Moi, ça me paraît assez fondamental. Puis, l'un des changements peut-être les plus fondamentaux au niveau de l'éducation puis de la recherche en éducation, c'est vraiment l'idée de s'appuyer sur des données, d'avoir un portrait, d'avoir de l'information sur laquelle on peut baser le jugement. Et donc, l'évaluation, pour moi, c'est très important dans cette idée de transformer, mais je préférais parler améliorer. On parle souvent de réforme, d'innover en éducation. C'est bien de vouloir innover, mais on devrait surtout vouloir améliorer. Puis pour améliorer, il faut mesurer, il faut de l'évaluation. Donc ça me paraît central. Je crois qu'en effet, si on ne sait pas où on est, il y a beaucoup de mal à aller vers où on veut aller et se dire qu'on a fait un progrès. Et je trouve que la notion d'amélioration, elle est très peu utilisée dans le monde francophone parce que je pense qu'on est très flou. On exige beaucoup de l'école, mais on ne sait pas très bien ce qu'on exige et ce n'est pas opérationnel. Donc ça ne s'évalue pas vraiment. Quand on lit certains textes, moi je prends dans l'enseignement professionnel chez nous, veiller à ce que les jeunes aient un comportement responsable dans leur sexualité. Le prof de bio doit donner ça. Je dis, c'est bien, mais je préfère ne pas être prof de bio, parce que je ne sais pas très bien comment j'évaluerais ça. Hein, dans un contexte scolaire, je veux dire, sans me retrouver au tribunal. Et je pense qu'il faut aussi prendre les profs au sérieux à un moment donné et pas leur demander de faire des choses qui ne sont pas atteignables, qui ne sont pas évaluables, ou qui seraient évaluables avec des moyens qui ne seraient pas jugés conformes aux bonnes mœurs ou à ce qui est toléré dans un établissement scolaire. Enfin, je crois qu'il y a à prendre l'école au sérieux. Et prendre les enseignants au sérieux, et prendre la formation des enseignants au sérieux. Et ça, c'est aussi un des points très très importants, je pense. Si on veut atteindre des objectifs inatteignables, avec des gens qui sont insécurisés et qui ne savent plus comment il faut faire pour le faire, je pense qu'avant, on se trompait certainement beaucoup quand on formait les enseignants. Certains élèves n'arrivaient jamais, sortaient du système et on trouvait normal qu'ils sortent. Aujourd'hui, tout le monde doit y rester,
atteindre des choses extrêmement compliquées avec des gens qui n'ont pas le bagage pour y arriver, qui n'ont plus les techniques, et ces techniques sont remises en cause perpétuellement. Soit par les chercheurs qui disent c'est pas vraiment ça qu'il faudrait faire, soit par la société qui dit c'est pas ça, soit par les enseignants eux-mêmes qui savent plus sur quel pied danser. Et donc on est dans une situation où je crois que l'évaluation peut aider un petit peu, mais il faut aussi être raisonnable et remettre au cœur de l'histoire la formation de nos enseignants. Bien sûr. Merci. Je voudrais peut-être Oui, juste rebondir aussi sur le fait que les processus d'apprentissage, effectivement, ne changent pas très très vite chez l'humain. D'ailleurs, depuis plus ou moins l'homo sapiens, si je suis bien renseignée, c'est plus ou moins le même cerveau. Hein. Ça, ce sont mes collègues qui peuvent le dire. Et par exemple, avec les technologies, il y a eu l'illusion que lorsqu'on changeait d'outil, on changeait totalement, radicalement les pratiques, les façons d'apprendre. Si on met une tablette à la place d'un cahier, ah ben voilà, ça y est, ça va résoudre l'échec scolaire, toutes les 10, les difficultés d'apprentissage, ce genre de choses. Et c'est confondre effectivement quelque chose qui est un moyen, qui est un support en fait à quelque chose, à une activité, et mettre en péril aussi tout ce qui est pratique. Justement, je rebondissais, enfin l'idée d'amélioration, c'est vrai que c'est important, et le fait de prendre en compte les enseignants, la formation, et si on déstabilise en disant bah oui, maintenant qu'il y a une tablette, tu oublies tout ce que tu as fait avec le livre et le tableau blanc interactif, tu jettes tous tes machins et tu recommences depuis le début. C'est extrêmement à la fois déstabilisant pour les individus et sûrement extrêmement inefficace pour le système. Sans compter le fait que l'enseignant devra demander à l'élève comment on se sert d'une tablette. En plus, Il change assez profondément la relation pédagogique. Et que dans 10 ans, on n'aura plus une tablette, mais Non. quelque chose qu'on Voilà. ne connaît même pas encore aujourd'hui. Tout à fait. Donc, Merci beaucoup de votre rapport, de toutes ces informations intéressantes. Selon Musial, Prader et Tricot, évaluer, c'est situer un acte par rapport à une référence. L'acte peut être une activité, une performance ou une production. L'idée générale acceptée est que cet acte est un indice d'une connaissance ou d'une compétence. Est-ce qu'à travers l'acte d'évaluer, cherche-t-on à sélectionner, à valider, à sanctionner, à motiver, à aider à prendre conscience, à diagnostiquer ou à s'informer? Le recours à la gestion de l'évaluation par les instruments, à l'imagerie cérébrale, aux technologies numériques, aux sciences cognitives, au système scolaire, favorisant l'intégration, à l'étude des effets des politiques d'évaluation standardisées et de l'hétérogénéité des publics scolaires, comme nous l'ont montré nos éminents conférenciers, nous avons de grandes chances de passer d'un système d'évaluation dévalorisant vers une approche moins culpabilisante, plus globale, plus humaine et plus constructive de l'évaluation à l'aube d'un 21e siècle qui assiste à des sociétés en pleine transformation. Merci.